Les personnes négatives sont celles qui prennent notre énergie. Cela se remarque assez facilement dans la pratique. Vous partagez avec quelqu'un une joie, un succès ou quelque chose de positif et soudain vous sentez que cet état se referme, comme si votre joie ne se maintenait pas, mais s'éteignait. Beaucoup ont déjà vécu cela. Il suffit d'annoncer une bonne nouvelle à une telle personne pour ressentir que l'énergie diminue au lieu de se renforcer. Cela ne signifie pas que ces personnes sont mauvaises. Comprenez le principe même de l'interaction. Leur fonction consiste à absorber et transformer l'énergie. Et cela comporte non seulement un aspect négatif, mais aussi un aspect positif. Et enfin, les personnes positives sont celles qui nous donnent de l'énergie, nous élèvent et peuvent littéralement changer notre vie. Mais les personnes positives peuvent aussi être différentes. Il existe le simple plus, le positif, et le plus au carré. Des personnes possédant une énergie extrêmement forte. Il est souvent difficile de rester longtemps avec de telles personnes ou de se sentir totalement à l'aise avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles possèdent davantage d'énergie que nous. Il peut s'agir de mentors, d'enseignants, de guides ou de personnes d'un niveau plus élevé qui, à travers l'interaction, commencent à nous tirer vers un autre niveau énergétique, psychologique et intellectuel. Et ce processus n'est pas toujours facile à vivre, car il demande une restructuration intérieure. Un autre point important, les personnes positives nous brisent, entre guillemets, souvent, dans le bon sens du terme. Elles détruisent nos anciennes programmations et nos anciens modes de pensée, afin qu'un nouveau niveau puisse se former. C'est pourquoi, après une interaction avec elles, on peut ressentir de la confusion ou même une tension intérieure. Il existe même cette idée. La meilleure sensation après avoir échangé avec un mentor puissant, c'est l'impression de ne plus rien comprendre, parce que l'ancienne vision du monde a déjà été détruite et que la nouvelle est seulement en train de se former. Il existe aussi une couche plus profonde, ce qu'on appelle une couche causale, une couche de lien de cause à effet, qui met, entre guillemets, les personnes en contact et crée un champ commun. C'est elle qui répond aux questions pourquoi et pour quelles raisons une relation apparaît. Quelle mission porte-t-elle? Lorsque deux personnes entrent en contact, elles commencent inévitablement à s'influencer mutuellement et à s'intégrer dans les systèmes de coordonnées de l'autre. Cela se manifeste très simplement. Dans une relation, une croissance peut commencer, par exemple dans la carrière ou les affaires, ou au contraire, quelque chose peut commencer à se détruire. Les points de contact ne signifient pas automatiquement quelque chose de positif. Ils peuvent être harmonieux ou tendus. Une personne peut introduire dans notre vie aussi bien des programmes positifs que négatifs. Mais le point essentiel est que ces programmes existent déjà en nous. Personne ne peut faire naître en nous ce qui n'existe pas déjà. Les autres ne font qu'activer des scénarios préexistants. Si nous possédons un potentiel de réussite, il sera activé. Si nous possédons des programmes destructeurs refoulés, eux aussi peuvent se manifester. Le carré en synastrie montre précisément ce que je n'accepte pas chez le partenaire. Par exemple, si son Jupiter forme un carré à ma Lune, cela signifie que je n'accepte pas son Jupiter, son autorité, ses conseils, son importance.
Cela peut être perçu comme un excès d'importance personnelle, de l'arrogance ou des démonstrations d'importance, ce qui provoque irritation, tension intérieure et inconfort. En réalité, on peut même dire qu'à travers cet aspect, je ne respecte pas cette qualité chez lui, chez le partenaire. Le carré indique qu'il est nécessaire d'accepter cette qualité, ce trait, mais il ne s'agit pas d'une acceptation formelle. Il ne suffit pas de se dire « à partir de demain, j'accepte ». Le psychisme ne fonctionne pas ainsi. Il est important ici de trouver les aspects positifs de cette qualité, de ce trait. Ce qu'il y a de bon dans son Jupiter, ce qu'il apporte de précieux, quelle utilité cela peut avoir pour moi. C'est seulement à travers cela qu'une véritable acceptation devient possible. Ensuite intervient le niveau suivant, l'intégration. Si par exemple, Jupiter du partenaire est en carré à ma lune, alors je dois moi-même développer Jupiter dans les domaines lunaires. La famille, le confort, l'environnement émotionnel. Autrement dit, manifester davantage d'autorité, d'ampleur et de confiance précisément dans ces domaines lunaires, comme si j'ajoutais Jupiter supérieur dans son hypostase supérieure à ma propre lune. L'opposition est un aspect de pression qui crée lui aussi un point de fixation. Ensemble, c'est difficile, mais séparément aussi. Cependant, il existe ici une nuance très importante qui la distingue du carré. Dans le carré, nous essayons de faire pression sur le partenaire sans y parvenir, tandis que dans l'opposition, c'est la pression qui fonctionne justement. Mais dès que cela se produit, cette pression, nous obtenons encore plus de négatif. Et la relation peut commencer à se détruire. C'est précisément la différence essentielle entre le carré et l'opposition en synastrie. Dans le carré, nous essayons d'imposer au partenaire le pôle inférieur de sa planète, aspectant notre planète, comme si nous voulions symboliquement détruire cette qualité, mais sans succès. Et c'est cela qui crée la tension. Dans l'opposition, au contraire, cela fonctionne, mais le résultat devient négatif. L'opposition montre souvent des points de tolérance excessive et de compromis inutiles, là où ils ne sont en réalité pas nécessaires. Les deux personnes se retrouvent dans une situation où il devient impossible d'arriver à un accord dans certains domaines. Si j'accepte, c'est mauvais. Si je refuse, c'est mauvais aussi. Cela crée une tension intérieure permanente. Très souvent, l'opposition active également un scénario dans lequel nous faisons des concessions, nous nous adaptons, nous supportons, particulièrement dans les relations et les affaires, les relations professionnelles et les affaires. Mais au final, cela conduit à une accumulation de tensions, puis à une explosion. Par exemple, si Jupiter du partenaire est en opposition à ma lune, une pression par l'autorité apparaît. Dans le carré, cette qualité nous irrite simplement. Dans l'opposition, nous commençons à l'accepter, à céder, à être d'accord. Et quel scénario nous obtenons? Je supporte, j'endure, j'attends encore, je supporte, puis j'explose. Le soleil en synastrie montre comment je me vois dans la relation. Mon potentiel de leader, mon je veux, mes désirs, ma motivation. Autrement dit, mon soleil montre ma vision de moi-même dans la relation, mes envies, ce que je veux et ce vers quoi je tends. Le soleil du partenaire montre donc ses propres envies, sa motivation et ses objectifs.
Ce sont donc ces objectifs et les miens que nous comparons en synastrie en comparant les soleils. Par exemple, si nous avons une opposition soleil-soleil, cela indique que les objectifs de la vie, les objectifs globaux sont différents. Et si nous commençons à construire ou réaliser ensemble un seul objectif commun, une tension apparaîtra. Autrement dit, lorsque nous essayons tous les deux de réaliser un même objectif, l'opposition commence à produire de la tension parce que chacun possède son propre je veux et sa propre direction. Dans ce cas, il est donc important avec l'opposition de séparer où sont mes objectifs et où sont ceux du partenaire. Il faut séparer l'espace, diviser, répartir, définir qui est responsable de quoi sans tout mélanger. L'explication la plus simple de l'opposition ici est la nécessité de séparation, répartition. Par exemple, maintenant, nous réalisons ton objectif et ensuite le mien. Nous nous mettons d'accord, nous alternons. C'est ainsi que cette opposition se décharge. Son Mars forme un carré à mon Soleil. Son activité interfère avec mon individualité et mes objectifs. Il me manque ces actions pour réaliser mes objectifs. Je dois intégrer son Mars dans mon Soleil, soit psychologiquement, soit en impliquant concrètement ces actions dans mes projets. Mon Soleil est en carence du Mars du partenaire. Vénus en synastrie. Vénus est responsable de ma psychologie des liens, de l'argent, des relations et plus largement de mon interaction avec les autres. C'est le thème de l'argent et des relations en général, la manière dont je construis les liens et dont je perçois les personnes. Si nos Vénus sont en déséquilibre, par exemple en opposition, cela peut créer des attitudes opposées envers l'argent et les autres. Il ne s'agit pas ici de valeurs différentes. Les valeurs sont montrées par le Soleil. Vénus concerne précisément l'attitude, comment je gère l'argent, comment je construis les relations, comment j'interagis avec mon entourage. Dans le cas de l'opposition des Vénus, je peux ne pas accepter l'entourage du partenaire. Je peux ne pas accepter son cercle social, ses proches, et lui, les miens. Ici, on peut aussi passer par des personnes. Par exemple, avec une opposition lune-lune, le partenaire peut ne pas accepter ma mère et moi la sienne. Avec l'opposition des Vénus, cela devient plus large. C'est le refus de l'entourage dans son ensemble. Le refus de la manière dont la personne construit ses relations et interagit avec les autres. L'opposition Vénus crée également des approches différentes de l'argent, une vision différente de la manière de gérer l'argent. Ici, la tâche consiste à séparer, répartir. Qui est responsable des finances? Qui prend les décisions? Comment cette sphère est gérée, répartie? Car l'opposition provoque un tiraillement. Chacun essaie de tirer la corde de son côté. Il est donc important soit de trouver un accord et de répartir les responsabilités, soit que la première personne prenne la gestion en charge et que l'autre n'intervienne pas du tout. Facteurs événementiels d'une synastrie. Ici s'active ce qu'on appelle la règle événementielle. Nous regardons 3 points clés. Le premier point, la planète du partenaire dans ma maison. Dans quelle maison de mon thème se projettent ou tombent les planètes du partenaire? Ces planètes activent littéralement mes maisons et déclenchent des événements dans les domaines correspondants. Le deuxième point, la planète du partenaire en aspect à mon maître de maison.
Quelle planète du partenaire forme des aspects avec les maîtres de mes maisons? Cela donne une réalisation événementielle et renforce l'influence sur la maison concernée. Le troisième point, les cuspides des maisons du partenaire dans mes maisons. Où tombent ou se projettent les cuspides de ces maisons dans la grille de mes maisons? Par exemple, l'ascendant du partenaire peut tomber dans ma maison 2 ou dans ma maison 7, ce qui créera des événements correspondants. Sa manière de se manifester, l'ascendant, commence à influencer le domaine de la maison dans laquelle tombe la cuspide de la maison 1. Le soleil du partenaire. Son soleil dans ma maison 8. Sa présence crée une accélération de la réalité des situations d'urgence, des crises. Cela peut être utilisé de quelle façon? Orienter sa motivation, la motivation du partenaire et son énergie vers les thèmes de la maison 8. Son soleil sur mon ascendant. Sa présence ouvre des opportunités, renforce mon expression personnelle et apporte des situations de croissance. Son soleil sur mon descendant ou dans ma maison 7. Sa personnalité influence mes rencontres, mes relations et mes partenariats. Si son soleil tombe sur la cuspide de ma maison 10, sa présence élève ma carrière. Si le soleil du partenaire est affligé, il peut au contraire créer des problèmes dans ce domaine. Si son soleil affligé tombe dans ma maison 2, il peut brûler mes ressources. Il existe 2 types de relations karmiques. Le premier type, de véritables liens avec des personnes d'incarnation passée. Les relations proches de l'incarnation actuelle, familiale, amoureuse ou conjugale, ne signifient pas forcément que les âmes se sont déjà connues. Dans le cas d'un véritable lien avec une personne d'incarnation passée, un signe caractéristique de ce type de lien karmique est une sensation immédiate de reconnaissance lors de la rencontre, reconnaissance entre guillemets. Les anciens schémas relationnels se réactivent alors presque instantanément, à travers des peurs irrationnelles, une confiance inexpliquée ou une forte impression de déjà-vu. Le deuxième type de relation karmique. Certaines relations karmiques ne viennent pas d'incarnations passées communes, mais d'une compatibilité psychique particulière. Elles activent l'inconscient, les peurs, les attentes, les blessures ou les schémas profonds de l'autre personne, provoquant une forte transformation intérieure. En synastrie, ce type de lien implique souvent la maison 12, les angles, les maisons angulaires, les nœuds lunaires, Lilith ou Saturne. Ces relations sont généralement intenses et difficiles, car elles nous confrontent à des parties de nous-mêmes que nous cherchons habituellement à éviter. Les conjonctions des planètes personnelles ou des angles du thème d'une personne avec le Saturne de l'autre sont très fréquentes dans les relations durables et montrent un lien karmique profond. Elles indiquent souvent des responsabilités ou des expériences inachevées du passé à rééquilibrer à travers la relation actuelle. Les relations karmiques sont difficiles à éviter. Elles laissent généralement une empreinte profonde, quelle que soit l'évolution du lien par la suite.